Première section des comédiens sans le savoir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les comédiens sans le savoir par Honoré de Balzac, première section. À Monsieur le Comte Jules de Castellane. Léon de Lora, notre célèbre peintre de paysages, appartient à l'une des plus nobles familles du Roussillon. Espagnole d'origine et qui, si elle se recommande par l'antiquité de la race, est depuis 100 ans vouée à la pauvreté proverbiale des hidalgos. Venu de son pied léger à Paris du département des Pyrénées-Orientales, avec une somme de 11 francs pour tout viatique, il y avait en quelque sorte oublié les misères de son enfance et sa famille au milieu des misères qui ne manquent jamais aux rapins dont toute la fortune est une intrépide vocation. Puis, les soucis de la gloire et ceux du succès furent d'autres causes d'oubli. Si vous avez suivi le cours sinueux et capricieux de ses études, peut-être vous souvenez-vous de Mistigris, élève de Schinner, un des héros de Un début dans la vie, scène de la vie privée, et de ses apparitions dans quelques autres scènes. En 1845, le paysagiste émule des Hobbema, des Ruisdael, des Lorrain, ne ressemble plus au rapin dénué, frétillant que vous avez vu. Homme illustre, il possède une charmante maison rue de Berlin, non loin de l'hôtel de Brambourg, où demeure son ami Bridau, et près de la maison de Schinner, son premier maître. Il est membre de l'Institut et officier de la Légion d'honneur. Il a 39 ans, il a 20 000 francs de rente, ses toiles sont payées au poids de l'or, et, ce qui lui semble plus extraordinaire que d'être invité parfois au bal de la cour, son nom jeté si souvent, depuis 16 ans, par la presse à l'Europe, a fini par pénétrer dans la vallée des Pyrénées-Orientales, où végètent 3 véritables Lauras, son frère aîné, son père, et une vieille tante paternelle, mademoiselle Urraca y Lora. Dans la ligne maternelle, il ne reste plus au peintre célèbre qu'un cousin, neveu de sa mère, âgé de 50 ans, habitant d'une petite ville manufacturière du département. Ce cousin fut le premier à se souvenir de Léon. En 1840 seulement, Léon de Lora reçut une lettre de monsieur Sylvestre Palafox Castel-Gazonal, appelé tout simplement Gazonal, auquel il répondit qu'il était bien lui-même, c'est-à-dire le fils de feu Léonie Gazonal, femme du comte Fernand Didas y Lora. Le cousin Sylvestre Gazonal alla dans la belle saison de 1841 apprendre à l'illustre famille inconnue des Lora que le petit Léon n'était pas parti pour le Rio de la Plata comme on le croyait, qu'il n'y était pas mort comme on le croyait, et qu'il était un des plus beaux génies de l'école française, ce qu'on ne crut pas. Le frère aîné, don Juan de Lora, dit à son cousin Gazonal qu'il était la victime d'un plaisant de Paris. Or, le dit Gazonal, se proposant d'aller à Paris pour y suivre un procès que, par un conflit, le préfet des Pyrénées-Orientales avait arraché de la juridiction ordinaire pour le transporter au Conseil d'État, le provincial se proposa d'éclaircir le fait et de demander raison de son impertinence au peintre parisien. Il arriva que monsieur Gazonal, logé dans un maigre garni de la rue Croix des Petits Champs, fut ébahi de voir le palais de la rue de Berlin. En y apprenant que le maître voyageait en Italie, il renonça momentanément à demander raison et douta devoir reconnaître sa parenté maternelle par l'homme célèbre. De 1843 à 1844, Gazonal suivit son procès. Cette contestation relative à une question de cours et de hauteur d'eau, un barrage à enlever, dont se mêlait l'administration soutenue par des riverains, menaçait l'existence même de la fabrique. En 1845, Gazonal regardait ce procès comme entièrement perdu. Le secrétaire du maître des requêtes, chargé de faire le rapport, lui ayant confié que ce rapport serait opposé à ses conclusions, et son avocat le lui ayant confirmé. Gazonal, quoique commandant de la garde nationale de sa ville,
et l'un des plus habiles fabricants de son département, se trouvait si peu de chose à Paris, il y fut si effrayé de la cherté de la vie et des moindres babioles, qu'il s'était tenu coi dans son méchant hôtel. Ce méridional, privé de soleil, exécrait Paris qu'il nommait une fabrique de rhumatismes. En additionnant les dépenses de son procès et de son séjour, il se promettait à son retour d'empoisonner le préfet ou de le minotauriser. Dans ses moments de tristesse, il tuait raide le préfet. Dans ses moments de gaieté, il se contentait de le minotauriser. Un matin, à la fin de son déjeuner, tout en maugréant, il prit rageusement le journal. Ces lignes qui terminaient un article: notre grand paysagiste Léon de Lora, revenu d'Italie depuis un mois, exposera plusieurs toiles au salon. Ainsi l'exposition sera, comme on le voit, très brillante. Frappèrent Gazonal comme si la voix qui parle au joueur quand il gagne les lui eût jetés dans l'oreille. Avec cette soudaineté d'action qui distingue les gens du Midi, Gazonal sauta de l'hôtel dans la rue, de la rue dans un cabriolet, et alla rue de Berlin, chez son cousin. Léon des Lora fit dire à son cousin Gazonal qu'il l'invitait à déjeuner au café de Paris pour le lendemain, car il se trouvait pour le moment occupé d'une manière qui ne lui permettait pas de recevoir. Gazonal, en homme du Midi, conta toutes ses peines au valet de chambre. Le lendemain, à 10 heures, Gazonal, trop bien mis pour la circonstance, il avait endossé son habit bleu barbeau à boutons dorés, une chemise à jabot, un gilet blanc et des gants jaunes, attendit son amphitryon en piétinant pendant 1 heure sur le boulevard. Après avoir appris du cafetier, nom des maîtres de café en province, que ces messieurs déjeunaient habituellement entre 11 heures et midi. Vers 11 heures et demie, 2 Parisiens, en simple lévite, disait-il quand il raconta ses aventures à ceux de son endroit, qui avaient l'air de rien du tout, s'écrièrent en me voyant, sur le boulevard: voilà ton Gazonal. Cet interlocuteur était Bixiou, de qui Léon des Lora s'était muni pour faire poser son cousin. Ne vous fâchez pas, mon cher cousin, je suis le vôtre, s'écria le petit Léon en me serrant dans ses bras, disait Gazonal à ses amis à son retour. Le déjeuner fut splendide, et je crus avoir la berlue en voyant le nombre de pièces d'or que nécessita la carte. Ces gens-là doivent gagner leur pesant d'or, car mon cousin donna 30 sols au garçon la journée d'un homme. Pendant ce déjeuner monstre, vu qu'il y fut consommé 6 douzaines d'huîtres d'Ostende, 6 côtelettes à la soubise, un poulet à la marengo, une mayonnaise de homard, des petits pois, une croûte aux champignons arrosée de 3 bouteilles de vin de Bordeaux, de 3 bouteilles de vin de Champagne, plus les tasses de café, de liqueur, sans compter les hors-d'œuvre, Gazonal fut magnifique de verve contre Paris. Le noble fabricant se plaignit de la longueur des pains de 4 livres, de la hauteur des maisons, de l'indifférence des passants les uns pour les autres, du froid et de la pluie, de la cherté des demi-fiacres, et tout cela si spirituellement que les 2 artistes se prirent de belle amitié pour Gazonal et lui firent raconter son procès. Fin de la première section.